Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue à cette exploration stratégique. On pense souvent qu'avoir la plus grosse part de marché, bon, c'est un peu la clé absolue du succès. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas, surtout aujourd'hui? Aujourd'hui, on va regarder un peu un outil puissant qui nous invite à une analyse un peu différente. La matrice McKinsey. Son but? Comprendre la performance réelle des activités d'une entreprise. Et surtout, se focaliser sur l'amélioration des produits et services. C'est vrai qu'on la croise moins souvent que sa cousine, la matrice BCG. Peut-être parce que elle demande un peu plus de réflexion en amont sur ses propres objectifs stratégiques. Et puis, elle peut paraître un peu complexe au premier abord. Pourtant, pour qui veut vraiment évaluer ses activités de manière fine, personnalisée, c'est un outil essentiel. Exactement. Et la grande différence avec le BCG, ça se joue vraiment sur les axes. L'axe horizontal, d'abord, il mesure l'attractivité du domaine d'activité stratégique, le DAS. Et le point crucial ici, c'est que cette attractivité, elle est définie par l'entreprise elle-même. C'est selon ses objectifs propres, la rentabilité qu'elle vise, le potentiel de croissance qu'elle juge intéressant, les synergies qu'elle recherche. Ce n'est pas une mesure universelle du marché, quoi. C'est vraiment une mesure sur mesure pour l'entreprise. Ah oui, ça change pas mal la perspective par rapport à une vision purement marché. Tout à fait. Et puis, il y a l'axe vertical. Celui-là, il évalue la position concurrentielle. Et là, attention, c'est le changement majeur par rapport au BCG. On ne regarde pas la part de marché relative, mais la capacité réelle de l'entreprise à satisfaire les attentes des clients avec son offre. Et franchement, à l'heure où l'expérience client est devenue si centrale, cette perspective, elle change tout. C'est vraiment ça la force et l'originalité de l'outil. D'accord. Donc moins focalisé sur la taille, plus sur la satisfaction client. C'est ça. Le seul point commun visuel qui reste avec le BCG, c'est la taille des cercles qui représentent chaque activité. Ça illustre toujours son poids dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Hmm, hmm. Cette approche centrée sur l'entreprise d'un côté et sur le client de l'autre, c'est vraiment c'est clé. Alors, comment ça se traduit en pratique? Comment on construit cette matrice? Sans faire un tutoriel complet, hein, mais l'idée générale pour l'axe attractivité, c'est d'abord de choisir les critères qui comptent vraiment pour la stratégie de l'entreprise. Ça peut être l'intensité concurrentielle, le potentiel de marge, la taille du marché, etc. Ensuite, on leur donne une importance relative, une pondération, quoi. Puis, on note chaque activité, chaque DAS sur ces différents critères. Ça donne au final un score qui reflète l'intérêt réel du marché, mais pour cette entreprise spécifique. C'est exactement ça. Une évaluation très interne finalement. Oui. Et pour la position concurrentielle, alors là, on évalue à quel point les produits ou les services répondent bien aux attentes des clients. Est-ce qu'on fait mieux, moins bien ou pareil que les concurrents? C'est une analyse plus qualitative, assez profonde en fait. Voilà. Et une fois que la matrice est construite, avec les activités placées dessus, l'interprétation générale, elle est assez intuitive. En gros, plus une activité est positionnée à gauche, donc forte attractivité pour l'entreprise, plus on a intérêt à y investir, à s'y développer, et plus elle est positionnée en bas, donc faible position concurrentielle face aux attentes des clients, plus il faut revoir l'offre, innover, améliorer. Logique. Investir là où ça nous intéresse et où on est déjà bon, et améliorer là où ça nous intéresse, mais où on pêche un peu face aux clients. C'est ça. Mais attention à une interprétation un peu trop rapide, souvent issue des grilles de décision un peu standards qu'on trouve parfois. Prenons un exemple typique, une activité qui se retrouve dans la zone de forte attractivité, le marché nous plaît, mais avec une faible position concurrentielle. Notre offre actuelle ne convainc pas assez. Oui. La recommandation type qu'on entend souvent, c'est doubler l'investissement ou quitter. Et ça, c'est souvent très mal compris. Ah bon? Ça paraît clair pourtant. Mettre le paquet ou laisser tomber? Oui, mais mettre le paquet, ça ne veut pas dire simplement injecter plus d'argent pour acheter de la part de marché, faire plus de pubs, etc. Ça, c'est la lecture BCG. Ici, ça signifie plutôt, OK, ce marché nous intéresse vraiment, forte attractivité, mais notre offre actuelle, elle ne colle pas assez aux attentes clients, position faible. Donc, il faut soit repenser radicalement cette offre, que ce soit par l'innovation produit, le design, l'ergonomie, le service, pour qu'elle corresponde enfin aux attentes, et là, oui, il faudra y mettre les moyens nécessaires, les investissements conséquents pour cette amélioration qualitative significative. Ou alors, si cette refonte profonde est impossible ou trop coûteuse, eh bien là, oui, il faut envisager de sortir. L'enjeu premier est qualitatif, sur l'offre elle-même. D'accord, je vois. C'est beaucoup plus subtil. On investit pour transformer l'offre, pas juste pour pousser la même offre plus fort.
Exactement. Et puis évidemment, le contexte général prime toujours. Avant de prendre une décision, surtout celle d'arrêter une activité, il faut absolument regarder deux choses. Sa rentabilité propre, bien sûr, mais aussi, et c'est très important, ses synergies avec d'autres activités. Parfois, une activité peut sembler peu performante isolément, mais elle est essentielle à l'équilibre d'une gamme plus large, ce qu'on appelle parfois une base stratégique. On ne va pas couper une branche si elle soutient tout l'arbre, même si elle donne peu de fruits elle-même. Oui, la vision d'ensemble est cruciale. C'est clair que c'est nettement plus nuancé qu'une simple photo des parts de marché. Cet outil est donc très, très personnalisé, adapté à chaque entreprise. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette subjectivité, justement, le fait que ce soit si personnalisé? Si, bien sûr. C'est un peu le revers de la médaille. Le choix des facteurs d'attractivité, leur pondération, même l'évaluation de la position concurrentielle, tout ça, ça introduit une part de subjectivité, hein, c'est indéniable. Du coup, ça rend les comparaisons directes entre les matrices de différentes entreprises assez délicates, voire pas très pertinentes. Et puis, autre écueil possible, si on se met à multiplier les critères d'analyse à l'infini, on risque de se noyer un peu dans la complexité. Et le risque de l'usine à gaz. Voilà. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve, cette subjectivité, elle a aussi une force énorme. Elle oblige l'entreprise à faire une profonde introspection. Elle force à se poser les vraies questions. Quelles sont nos priorités stratégiques réelles? Qu'est-ce qui définit la performance et le succès pour nous? Spécifiquement, qu'est-ce qu'on cherche vraiment sur un marché? Et rien que ce processus de clarification interne, ça fait de cet outil un puissant vecteur d'alignement stratégique au sein de l'entreprise. C'est presque aussi important que le résultat final sur la matrice. C'est une excellente façon de le voir. En résumé, donc, la matrice McKinsey, c'est pas juste un outil d'analyse froid. C'est plutôt une sorte de boussole stratégique interne. Elle pousse à évaluer les marchés selon ses propres ambitions, ses propres critères, et à mesurer sa force non pas par sa taille brute, mais par sa capacité à répondre vraiment aux besoins des clients. Absolument. C'est une démarche exigeante mais très riche. Et pour peut-être prolonger un peu la réflexion après notre échange, voici une question qu'on pourrait se poser. Comment est-ce que l'adoption de cette vision de la position concurrentielle, donc vraiment axée sur la satisfaction client plutôt que sur la seule bataille des parts de marché, comment est-ce que ça pourrait concrètement transformer les décisions stratégiques qui sont prises au quotidien dans une organisation? C'est une excellente question, en effet, pour continuer la réflexion de son côté. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poursuivre cette discussion avec Philippe Massol. Il est présent sur LinkedIn et peut certainement aider à affiner votre pensée stratégique sur ces sujets. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui.